Good evening, viewers. It is news time by our studio clock. Our top stories tonight: all roads lead to Cameroon for the biggest sports tournament for January 9, 2022. Is the confirmation retained from the president of the Confederation of African Football, Patrice Motsepe, today at the Unity Palace alongside FECAFOOT president Samuel Eto'o. A wrap-up of his visit will be brought to you shortly. Plus, less than 72 hours to Christmas, travel agencies can barely breathe from the volume of travelers wanting to displace themselves to other cities to share the warmth of the Christmas season. And what is the management techniques adopted by these travel agencies? Find out in our coming newscast. Good evening, viewers. Thanks once more for watching the 8 p.m. Balongo newscast on Spectrum Television. We begin our very first element in the French language with Inès Bangan. Good evening, Inès. Bonsoir, Joséphine Binzi. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Comme annoncé en titre, le président de la Confédération africaine de football était ce jour au Palais de l'Unité à Yaoundé. Patrice Motsepe et Paul Biya se sont entretenus sur l'organisation de la CAN 2021 en janvier prochain au Cameroun. Information à retenir de ces échanges: la Coupe d'Afrique des Nations 2021 démarre effectivement le 9 janvier 2022. Olivier Bouzique. La CAN 2021 se déroulera bel et bien au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. C'est la principale information à retenir du tête-à-tête de ce jour entre le président de la CAF et Paul Biya. Patrice Motsepe, qui l'avait déjà annoncé durant sa descente au stade Olembe lundi, l'a réitéré aux sorties de son audience au Palais de l'Unité pour taire les rumeurs sur l'annulation ou le report de la CAN. I am concerned as far as CAF is concerned, and I think I must start first by saying I had a very good meeting, very good meeting with the president of Cameroon. The most important thing is his commitment. You will see that yesterday's meeting I was more concerned. Yesterday we were talking about the infrastructure, the facilities. Very good work has been done to make sure that we host an AFCON next year in Cameroon that will make the people of Cameroon proud and that will make the people of Africa proud. Sur la mise à disposition des joueurs et les mesures de prévention contre le coronavirus, le président de l'instance précise. We want our players from Africa to play in Europe and do well and to play worldwide. But we also want to build African football so that in its own right it can become a center for global excellence. So we will be engaging with all of the clubs and we are guided by the rules. We have to follow the rules of FIFA and it's very important because we can't always allow Africa to come at the end. Malgré sa sérénité, plusieurs acteurs du football camerounais restent dubitatifs au regard des enjeux et des pressions extérieures qui peuvent s'expliquer par plusieurs raisons. Ce sont des intérêts financiers, des intérêts strictement financiers, parce qu'on ne voudrait pas que la CAN se joue au même moment que la Coupe du Monde des clubs, parce que les sponsors ne voudraient pas diluer la compétition qu'ils sponsorisent sous une autre compétition. Ça peut aussi être une manière de vouloir régler les comptes à l'État du Cameroun, parce que pour eux, leur candidat, c'était le président sortant, l'ancien président, qui a été battu par Samuel Eto'o. Avant son départ, Patrice Motsepe effectuera d'autres réunions avec les autorités camerounaises pour boucler tous les sujets majeurs, notamment celui concernant les mesures de prévention contre la pandémie du coronavirus durant la compétition. Dans le cadre de notre série consacrée à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, focus ce soir sur les infrastructures, sur le plan sportif, hôtelier et sanitaire, entre autres. L'État du Cameroun a mobilisé des moyens colossaux pour remettre à jour certaines infrastructures retenues dans le cadre de l'organisation de ce tournoi continental. Le reportage Makeda Lidinoutou.
Après 50 ans, le Cameroun abrite pour la deuxième fois de son histoire la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football du 9 janvier au 6 février 2022. Ce tournoi qui regroupe 24 pays va se dérouler dans 5 villes, Yaoundé, Douala, Limbé, Bafoussam et Garoua. Pour relever le défi de l'organisation, l'État du Cameroun a misé sur des infrastructures modernes, non seulement en réhabilitant certains stades, mais en construisant d'autres. C'est par exemple le cas à Olembe, près de Yaoundé dans le centre, où est situé un complexe éponyme. Le stade de football à lui seul, une fois achevé, aura une capacité de 60 000 places, une pelouse en gazon naturel, une piste d'athlétisme et des stades annexes. À Douala, le stade de football du complexe sportif de Japoma, doté d'une capacité de 50 000 places, fait la fierté du pays organisateur de la CAN 2021. À Garoua, le stade Omnisport Houndé Adja a fait peau neuve pour accueillir la plus belle et la plus grande des compétitions africaines. Outre ces infrastructures sportives, le Cameroun a également dû remettre certaines de ses infrastructures hôtelières à jour. 37 hôtels au total sont retenus dans le cadre de l'organisation de cette compétition. Le plan sanitaire n'est pas en reste. Sur ce point, le Cameroun lève le niveau, non seulement en renforçant la capacité des hôpitaux retenus par des ambulances médicalisées, mais aussi en dotant ces hôpitaux de plateaux techniques appropriés. Ceci dans la perspective d'une prise en charge efficace des éventuels cas d'urgence. La 4e session du Conseil international consultatif du Kajou s'est tenue hier à Yaoundé sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement. Entre autres points évoqués par les États membres de ce Conseil, l'examen des dossiers d'adhésion et la situation financière du dit Conseil. Sur les grandes lignes des travaux, je vous propose d'écouter cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzique. Cette 4e session des ministres devait se prononcer sur des documents préparés par les experts qui ont travaillé du 17 jusqu'au 19 sur un ensemble de questions qui nous ont soumis. Et globalement, c'est une satisfaction parce que depuis la 3e session qui s'est tenue à Ouagadougou, qui a été une année charnière dans l'évolution du Conseil international consultatif du Kajou, et depuis lors, le secteur exécutif vraiment s'est démerdé avec les moyens du bord, qui n'a pas encore de personnel, mais il a essayé vraiment de mettre en œuvre toutes les recommandations de la 3e session qui s'est tenue à Ouagadougou. Aujourd'hui, il s'agissait vraiment de le féliciter, de l'encourager encore, mais surtout de prendre d'autres décisions très importantes qui vont faire avancer notre organisation. La résolution forte que nous avons reçue aujourd'hui et que nous avons entérinée en tant que ministre et représentant de ministre, c'est que les États puissent payer leurs arriérés de 3 ans et que les États puissent aussi continuer à cotiser annuellement les $70 000. Une autre décision forte a été tenue, c'est nous avons examiné et étudié 2 demandes d'adhésion au niveau du CICC. D'abord, une demande d'adhésion du Mozambique que nous avons vraiment entériné et donné une suite très favorable. En attendant, il était observateur, nous l'avons accepté maintenant comme pays membre entier, en attendant que le Mozambique se formalise du point de vue des textes et des conventions. Nous avons étudié aussi la demande d'adhésion du Cambodge comme observateur. Il faut impliquer les jeunes au processus de formulation et de suivi des politiques publiques tant nationales que locales. C'est le but visé par l'organisation non gouvernementale Un Monde à venir. L'atelier de lancement du projet Jeune Démocratie et Participation Citoyenne s'est tenu ce mardi 21 décembre 2021 à Douala. Compte rendu au Rien Dongué. Agir local pour être plus efficace et plus efficient. C'est l'objectif visé par l'ONG Un Monde à venir qui veut travailler à renforcer la démocratie et les droits de l'homme qui portent le développement au niveau local. Nous pensons que les questions de démocratie et des droits de l'homme peuvent trouver des réponses durables et efficaces au niveau local.
Donc ce projet va dans le sens d'amener les jeunes à s'emparer, n'est-ce pas, de l'espace public au niveau local et surtout à travailler pour que les problèmes essentiels soient résorbés au niveau local. Il faut avoir de l'eau, de l'électricité, des bonnes routes, des hôpitaux avec des médicaments. On n'a pas nécessairement besoin d'aller au centre, je veux dire à Yaoundé, au pouvoir central pour aller chercher ça. Toutefois, il faut pour cela renforcer les capacités de la population en général et des jeunes en particulier. Avant de faire le suivi du BIP, il faudra qu'il soit outillé sur les mécanismes de suivi et d'animation des conseils de quartier. Après, comme autre axe, nous aurons l'animation des conseils de quartier, comme vous l'avez si bien entendu. Il s'agira ici d'aller dans les quartiers et de collecter des problèmes, des difficultés auxquelles font face les jeunes dans leurs différents quartiers, afin de formuler des projets d'action qui seront soumis au niveau des mairies. L'atelier de lancement du projet Jeunes, démocratie et participation citoyenne a eu lieu ce 21 décembre 2021 ici à Douala. Nous avons la première activité qui est l'atelier de lancement du projet qui s'est déroulé ce jour. Après, nous aurons les séances de formation des citoyens sur les mécanismes internationaux et régionaux sur la protection des droits de l'homme. Nous aurons également des formations sur le suivi du budget d'investissement public et après nous aurons des outils simplifiés qui seront produits et mis à la disposition des jeunes afin qu'ils puissent connaître quels sont leurs droits et comment défendre leurs droits. Le projet sera mis en œuvre dans les départements du Vouri, Mungo et Sanaga-Maritime, région du littoral. Il est question de contribuer au renforcement de la participation civique et politique des jeunes au processus de formulation et de suivi des politiques publiques au niveau local. The 11th edition of the Cleanest Locality Contest organized by the Mayor of Douala took place on Monday, December 20, with Makea emerging winners. Oni Ladonette tells us more. Makea has been crowned the cleanest neighborhood in the Douala 2 municipality in the Cleanest Locality Contest organized by the Mayor. Les critères de ce qu'on nous donne, c'est ça qu'on applique. Et puis nous suivons ça, le curage des drains. We do that which is expected of us. Clean drainage systems, sweep the locality. It's a thing of pride for our neighborhood. This exercise helps eliminate sickness and other. Et éliminer aussi la maladie qui est là et donner quand même bon vivre au niveau de notre quartier et dans notre arrondissement. This competition, which is in its 11th edition, had over 26 localities out of 33 competing for the grand prize of 1 million CFA francs. Apart from the first 4, all participants took home a consolidation prize of 25,000. On a voulu encourager toutes les personnes qui ont participé à la propreté de notre ville. We want to encourage everyone involved in keeping our city clean. We went beyond recognizing quarter heads in this edition, including blockheads, youth and women associations, who all contribute to the cleanliness of our city. Nous sommes déjà prêts, nous sommes déjà à la conquête de la première place pour l'édition 2022 sur le plan national. Ever since its launch, the Cleanest Locality Contest has had over 7 winners, with New Belle Makea and Makea winning it more than once. It is that time of the year where many people are traveling to and back from many cities to spend the Christmas celebration with their family. How are travel agencies managing this population? Details in the following report with Catherine Kone. It's near December 25 and transport agencies in the economic capital Douala are beating to the rhythm of Christmas once more. Passengers traveling to different towns in the country have been trooping in so as to go enjoy the Christmas day with their family. Noël, c'est une fête qu'on passe en famille. Christmas is a period where we celebrate with family. We get to meet people we haven't seen for a long period of time. It's also a time when we eat and enjoy and spend quality time with family. Bon, passer du bon temps en famille, c'est ce que ça veut dire Noël pour moi. Oui, je me déplace pour aller à Yaoundé. Après Yaoundé,
I am going to Yaoundé. From there, I will be going to Gaoundéré to celebrate with my family. Christmas is a day of reconciliation, so we are ready to enjoy the day. Je pense qu'il faut renaître en Noël dans une nouvelle joie. Les enfants comme le bébé. Machai said she wants to celebrate Christmas with her brothers. That is why I am taking her to Gaoundéré to spend a big day. The usual hustle, bustle and affluence that characterize the Christmas holiday is more than visible as these agencies turn to make more money with the increase in transport fare. En culture, parlons de la dédicace du livre Chemin douloureux de Fodu Kamga Annette. Le roman de 156 pages souligne le poids pesant des traditions et coutumes africaines sur les femmes. La dédicace a eu lieu il y a quelques jours à Douala. Léla Rengonsu. Les deux pour que le monde soit meilleur. Pour son entrée dans le siècle des auteurs, Fodu Kamga Annette choisit de s'attaquer à un problème crucial en Afrique, l'infertilité. Laure, le personnage principal du livre Chemin douloureux, est marié, mais n'a pas encore connu le bonheur d'enfanter. Ce qui lui vaut toutes sortes de railleries de la part de sa belle famille et fragilise son couple. Malheureuse, elle choisit pourtant de rester dans ce mariage, et pour cause, le regard de la société sur les femmes divorcées lui fait peur. Et c'est exactement le message qu'essaye de faire entendre l'auteur de Chemin douloureux, le poids pesant des usages, coutumes et traditions sur les femmes principalement. C'est une expérience déjà vécue par moi-même, les différentes difficultés que j'ai déjà pu rencontrer au quotidien. Et ensuite, nous avons l'aspect social, c'est-à-dire mon observation en tant qu'observatrice de la société, ce que nous observons tous les jours, le vécu des gens, voilà l'expérience de la société, les différents problèmes que rencontrent nos sociétés. En 156 pages, Fodu Kamga Annette balade ses lecteurs à travers diverses problématiques, toutes plus ou moins liées à la condition des femmes dans nos sociétés africaines. L'infertilité, l'infidélité, les violences faites aux femmes et le tribalisme en ménage avec le regard de la belle famille quand vous n'êtes pas issu de la même région que votre compagnon. Pourquoi chemin douloureux? Parce que tout le monde ici a un chemin douloureux, tout le monde parcourt un chemin douloureux. La vie n'est pas toute rose. Alors chacun traverse des différents obstacles et ces obstacles s'avèrent être parfois douloureux. Donc je crois que le chemin de tout le monde est douloureux. Voilà pourquoi chemin douloureux, parce que cette œuvre a pour objectif de toucher les lecteurs, de toucher la population camerounaise. Chacun doit pouvoir s'identifier dans mon ouvrage. J'ai lu le livre et je le trouve très intéressant, très enrichissant, surtout pour une jeune femme qui affronte les défis de la vie. Donc je pense que c'est un ouvrage que toute femme devrait lire, peut-être aussi les hommes, mais beaucoup plus les femmes, oui. C'est des sujets tabous, mais notre enfant est en train vraiment de décortiquer, de développer des choses qui va plutôt beaucoup pousser les gens à réfléchir, parce que notre société va très très mal. Les sociétés africaines sont davantage phallocratiques, c'est-à-dire dominées par les hommes. Et donc les femmes ont très souvent la petite portion, la portion congrue. On ne les écoute pas assez, on ne prend pas assez en considération ce qu'elles disent, ce qu'elles subissent. Enseignante de français, Fodu Kamga Annette, auteur de Chemin douloureux, est titulaire d'un Master 2 en littérature du continent, master obtenu à l'université de Douala. L'infertilité masculine n'est pas un signe de... Nécrologie en brève, Koto Sitoni est mort ce 21 décembre au centre des urgences de Yaoundé. La légende du Bikutsi, âgé de 62 ans, est décédé après avoir subi une opération chirurgicale à l'estomac il y a quelques jours seulement. Koto Sitoni, de son vrai nom Kodosi Toby François, range son micro et sa guitare après plus de 40 ans de carrière. L'artiste prolifique laisse derrière lui une immense œuvre, soit 25 albums, parmi eux le célèbre 90 degrés de Bikutsi à l'ombre, sorti en 1996, qui lui a valu en 1986, qui lui a valu en 1988 les distinctions de chansons et artistes de l'année. Je vous propose d'écouter en extrait le titre Mbamvoué. Neme para pumo
from our sad page, we take you out of the country as since the beginning of the COVID-19 pandemic, the streets of Sao Paulo have become home to thousands of Brazilians who lost everything. Homelessness is not a new thing to Brazil's biggest and if not prosperous cities. Why are living conditions worsening by the day? Details with the following VOA. It feels like home, says Tairine de Souza, the homeless mother of two who lives under this bridge in São Paulo. De Souza lives here with 12 other people who, like her, found life on the streets is the only way to survive. Look, no one chooses to live on the street. No one chooses. If people are living on the street, it's because they've gone through something or they're going through something to get to this point. De Souza is part of a different profile of homeless people. Until a decade ago, the homeless population of big cities was mostly made up of men with drug and alcohol problems. With the economic crisis deepening the country, more and more people like her are turning to the streets. Aumentou quase que 100% a população em situação de rua. The homeless population has increased by more than 100%. With the pandemic, people lost their homes and the government did not provide housing assistance. With the recession and unemployment and inflation, the number of homeless people grew by a lot. Advocate Robson Mendonça knows it well. Once homeless, he has been distributing food to the poor in downtown São Paulo every day for more than 20 years. The last homeless population census was carried out in 2019 and counted almost 25,000 people living on the streets. But those figures are now way out of date, says Mendonça. 60,000 people are living in total vulnerability on the streets in São Paulo today. The increase in the homeless population in Brazil's largest city reflects the economic crisis that has befallen the country in the last decade. The coronavirus pandemic worsened a dire economic situation, one that is a key issue in the next presidential elections, set to be held next October. In 2018, Jair Bolsonaro was elected on promises of ending corruption. In the past 3 years, inflation has soared, unemployment has continued to run at 13%, and the average Brazilian income has fallen by 10%. Poverty weighs on the minds of many ahead of the poll. The pandemic came. I worked in recycling. The stores closed. I couldn't work. Lidiane Silva, like millions of Brazilians, could not bear the crisis. Without a job and money, she came to the door of the São Paulo Cathedral, where she now makes her home. Isso coloca em xeque a própria democracia. Democracy is at risk with inequality of this size. Monsignor Giulio Lancelotti has been dedicating his life to the homeless population for over 4 decades. He has only seen the situation get worse and fears for the future. Nós temos que resistir. We have to resist in a fight we are losing, and we're going to lose more. More people will die, more people will go to live on the streets. It will increase, but we are not going to stop fighting. Lacking government assistance, many of the homeless now look for help from people like Father Julio, Robson Mendonça, and private charities. Their work among the poorest of the poor is only getting bigger. Ian Boechat for VOA News, São Paulo. It is with that VOA report that we close the curtains for tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Inès. Bonsoir Joséphine Vinzi, bonsoir à vous mesdames et messieurs et merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir.